troisième activité sur Klaxoon. Nous allons maintenant donc nous demander ce que doit contenir une formation multimodale réussie. Et pour vous sensibiliser à cette question, un premier sondage sur le taux d'abandon des formations avec des modules auto-formatifs. Alors là, attention, le premier qui trouve le bon chiffre donc a gagné ce sondage. Donc effectivement, donc quel est le taux moyen d'abandon sur un module auto-formatif? Vous devez rentrer un nombre sans le sigle pourcentage, donc un nombre avec un ou deux chiffres. Voilà, c'est gagné. Donc 70%. 70% effectivement donc de taux d'abandon sur les modules en auto-formation. Ça paraît vraiment beaucoup. Enfin, c'est un chiffre qui est quand même très élevé. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est vrai que c'est cette question qu'on a proposée visait à mettre en évidence qu'effectivement quelque chose qui est auto-formatif, on vient de commencer de parler d'accompagnement, de tutorat, etc. On sait depuis quelques années que le fait de laisser un apprenant seul face à une ressource auto-formative, ça a ses limites. C'est quelque chose qui est intéressant, mais qui est intéressant dans un contexte plus large, dans un dispositif en fait. Et c'est bien pour ça que votre question parle de formation multimodale. On est là pour ça aujourd'hui, c'est effectivement de dire que ça ne peut pas être uniquement à distance et auto-formatif. Voilà, c'est vraiment ça, c'était ça l'élément qu'on voulait rappeler, mais que vous connaissez maintenant bien. Donc j'ai abordé tout à l'heure les aspects de conception, de dire que il fallait faire en sorte que l'apprenant soit pris en charge, soit que tous ses besoins, ses attentes soient pris en charge, etc. Pour ça, on peut utiliser trois principes essentiels. Alors trois, on peut toujours en trouver un autre terme, un autre nombre, pardon, mais moi, je voulais vous citer trois principes qui peuvent vous guider dans vos réflexions. À distance, il va être dans la formation multimodale, il va être essentiel de rythmer. Parce qu'il ne faut pas lasser. Le temps à distance n'est pas le même que quand on est dans une salle. Vous l'avez tous vécu derrière vos écrans aussi, encore une fois, ces derniers temps. Donc il faut pas lasser. Il va falloir focaliser et optimiser le temps de concentration sur une activité. Donc on va obtenir ça en donnant un rythme aux différentes activités. Et puis il faut rythmer aussi pour faciliter le repérage dans le temps, puisque à distance, un des grands avantages, c'est la liberté qu'on laisse à l'apprenant. Donc on parle par exemple, là, dans la question, on parlait de modules auto-formatifs. La liberté, c'est de pouvoir le faire quand on veut, d'y passer le temps qu'on veut, de le rejouer autant de fois qu'on veut. Donc ça, c'est un gros atout de ce genre de ressources à distance. Pour autant, cette liberté peut aussi devenir un écueil si on n'aide pas l'apprenant à se repérer en fait, parce que finalement la chose qu'on peut faire aussi longtemps qu'on veut et autant de fois qu'on veut et quand on veut, on peut assez facilement finir par ne pas la faire ou trop la faire au détriment d'autres choses. Donc il va falloir aussi donner des repères en fait pour ça. Dans le rythme aussi, ça va permettre de d'encadrer la liberté en quelque sorte. Et puis ce qui vient ensuite dans une formation multimodale, ça va être la variété. Il va falloir varier les activités, encore une fois pour pas lasser, et puis parce que chacun a des préférences un peu diverses sur les appétences, sur quelque chose de décrit, de la vidéo, sur des durées plus ou moins longues, etc. Donc en proposant différents types d'activités individuelles, collectives, etc. On va aussi réussir à engager plus de monde et à faire en sorte que chacun y trouve son compte en fait. Donc dans cette idée, il faudra aussi varier, donc je l'ai dit, le collectif, l'individuel, mais aussi tout ce qui est la présence, les activités qui vont se faire en synchrone, c'est-à-dire que tout le monde est en même temps dans la salle ou à distance, mais en tout cas en même temps, ou en asynchrone, où chacun contribue ou suit ses activités autant qu'il lui convient. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, l'accompagnement. Ça, c'est vraiment une donnée essentielle quand on va penser à un parcours, quand on va concevoir un parcours multimodal, c'est tout ce qui est accompagnement pour finalement créer ce lien social dont on a parlé et pour redonner de la présence alors qu'on n'est pas ensemble, alors qu'on est à distance, on est présent quand même, mais il faut trouver comment le faire
avec des outils, avec du rythme, encore une fois, avec une variété. Voilà, il y a plusieurs principes comme ça qui permettent de faire cet accompagnement qui va viser à lutter contre l'isolement des gens, hein, parce que c'est un des biais de la distance. Et tout ça, c'est à prendre encore en compte, hein, pour proposer un dispositif dans lequel l'apprenant va se sentir bien et donc, encore une fois, engagé et envie de continuer et d'en tirer tous les bénéfices, quoi, tout simplement. D'accord, merci. Dans le chat, on a une question, donc c'est par rapport à notre première question sur l'auto-formation, en fait. Donc, je vois que Sylvain a répondu un petit peu. Merci, Sylvain. Il faut pas hésiter à le faire. Donc, par rapport à ce qu'on appelle auto-formation, une personne demandait si ça concernait les MOOC également, ce chiffre de 70%. Mais est-ce que vous avez cette précision? Les études, les études, en fait, elles datent depuis très longtemps, en fait. Hein. Donc, il y a longtemps qu'on cherche à savoir si l'auto-formation fonctionne, même avant le web, même avant l'ordinateur, en fait. Hein. La question est posée depuis toujours, en réalité. Est-ce qu'on a besoin d'encadrer les apprenants ou est-ce que finalement, si on leur donne un bon bouquin, ils sont capables d'y arriver, quoi. Les études, elles montrent que le fait d'avoir mis des choses en multimédia, en ligne, etc., améliore pas, en fait, hein, le taux de réussite, ça change pas grand-chose. Et comme le disait Isabelle tout à l'heure, c'est surtout une question de rythme et d'organisation du dispositif. En fait, la clé, elle est dans la structure de votre dispositif, elle n'est pas dans les médias. Il n'y a pas un média plus efficace ou moins efficace. Ça fonctionne pas comme ça. C'est la combinatoire, la mise en activité, le rythme. Et ce que je voulais dire également, peut-être en prolongement de ce que disait Isabelle, c'était que tout à l'heure, on a parlé d'engagement, en fait. Il y a un risque inverse, en fait. Là, on a parlé d'auto-formation. Il y a le risque inverse, qui est le fait de vouloir faire du synchrone tout le temps. Là, on l'a vu, par exemple. Là, quand il a fallu passer en ligne, tout le monde s'est rué sur les classes virtuelles. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Enfin, je suis même absolument certain que ce n'est pas une. Le synchrone, ça donne pas d'engagement de l'apprenant. Hein. C'est comme le présentiel, d'ailleurs, ça ne donne pas d'engagement, à part de venir. Il y a un engagement, il faut faire le trajet. Enfin, à part ça, une fois qu'on est dans la salle, on peut dormir, on peut penser à autre chose, on peut faire ce qu'on veut. Donc, ce qui est important, c'est le rythme, en fait. Et c'est finalement la même chose dans la salle. C'est-à-dire que si vous mettez pas les apprenants en activité, si vous changez pas le rythme dans une journée de formation, vous aurez pas d'engagement non plus, en fait. Donc c'est pas pire, finalement, à distance. C'est à peu près le même mécanisme. Sauf qu'à distance, les gens peuvent s'échapper encore plus facilement. Donc ça se voit encore plus. Mais c'est la même chose au départ. Et donc, du coup, l'engagement, il faut pas le voir forcément comme un engagement synchrone. Enfin, le synchrone n'aide pas à améliorer l'engagement. Il faut susciter l'engagement asynchrone autant que l'engagement synchrone. Et c'est là le challenge, en réalité. Voilà. Mais vous savez le faire, comme je disais tout à l'heure. Si vous savez le faire dans la salle, vous arriverez à le faire à distance. Il n'y a pas de raison. Donc, si je résume, pour susciter l'engagement synchrone et asynchrone, trois leviers: rythmer les formations, varier les activités, pardon, et puis accompagner pour recréer le lien social et puis redonner de la présence aussi quand on est effectivement